Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes samedi 6 juillet 2024. Et les jours avancent, on se rapproche des vacances pour certains, pour moi en tous les cas. On va faire le point comme d'habitude sur ce qui s'est passé cette semaine. Alors encore une fois, on a eu une semaine qui était très politique, bien sûr. On va pas revenir trop longtemps là-dessus parce qu'on connaît tous l'histoire et on connaît tous l'enjeu de ce qui va se passer dimanche soir en France. Et puis pour ce qui est de l'histoire Biden, ça continue à suivre son cours, mais c'est plus vraiment très intéressant. Et puis on a surtout vu que le marché n'en avait strictement rien à faire. Un marché américain qui aurait été un peu tronqué cette semaine puisque Independence Day, donc jeudi fermé, volume au ralentissement. Néanmoins, il y a eu pas mal de chiffres économiques qui nous ont un petit peu préoccupés. Alors on fait le bilan de tout ça. On fait un petit tour sur la Suisse aujourd'hui. Je dis petit parce que quand vous verrez le nombre de nouvelles, c'est vraiment très très maigre. Puis surtout quand vous voyez le mouvement du SMI sur la semaine, on aurait fermé l'indice pendant 5 jours. Je pense qu'on n'aurait même pas vu la différence. Donc, si on prend les choses dans l'ordre, tout d'abord, la politique en France. Ce week-end, il y aura donc le deuxième tour des législatives. Le deuxième tour des législatives devrait donner suite, enfin devrait avoir pour résultat un blocus total, c'est-à-dire que personne n'aura la majorité absolue, surtout pas le RN, ni la gauche visiblement. Et donc, ce qu'on retire de tout ça, c'est que les marchés ont bien aimé le concept d'être complètement bloqués parce que finalement, ils évitent le pire des deux extrêmes. Donc, c'est ce qu'on peut retirer de cette semaine. Bien évidemment, les sondages restent les sondages. Salutations amicales à Monsieur Jospin, mais on verra ce que ça donne lundi matin et puis on pourra en reparler plus en détail. Mais pour l'instant, on va laisser les choses en suspens et on verra dans quelle direction on se dirige à partir de lundi. Politique US, évidemment, on a été drivé par les rumeurs, partira pas. Visiblement, Monsieur Biden ne veut pas partir, donc on va laisser tomber l'histoire, on va dire qu'il est en forme et que tout va très bien et donc il va continuer sa campagne et puis on en reparlera probablement au prochain débat. Mais en tout cas, comme je le disais en ouverture de cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, tout le monde s'en fout de l'histoire de Biden, qui reste, qui parte, qu'on change de candidat, c'est complètement égal. Nous, ce qu'on aime dans les marchés, c'est une certaine stabilité. Donc aujourd'hui, dans la situation telle qu'on est, on a une quasi-certitude de voir Trump gagner. Donc visiblement, les marchés s'en satisfont. On sait que Trump est plutôt pro-économie quand même s'il est un petit peu foufou dans sa tête, on va dire ça comme ça. Et quelque part, la seule chose qu'il va falloir régler, mais ça on en reparlera plutôt sur la fin de l'année, c'est qu'on sait que statistiquement, Trump est un président inflationniste. Donc ce qui voudrait dire que du moment où il va prendre le pouvoir au mois de janvier l'année prochaine, eh bien il faudra se méfier de l'inflation de nouveau. Ce qui nous arrange moyen, puisque ça fait juste 2 ans et demi qu'on se bagarre pour la garder en bas, mais si lui il arrive et fait tout péter à la hausse, je pense que M. Powell ne sera pas content. Mais pour l'instant, c'est un sujet d'avenir, c'est un truc qu'on peut quand même garder en tête ces prochains temps. Au niveau chiffres économiques, cette semaine, on a eu l'inflation en Europe. On en a peu parlé parce qu'on était très occupé par l'avalanche de chiffres qui est sortie aux États-Unis. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'un dans l'autre, on a eu un taux d'inflation qui a baissé à 2,5. Et puis de l'autre côté, on a le taux d'inflation de base qui, lui, est resté stable à 2,9%. Alors, qu'en tirer, on va dire que pour l'instant, l'inflation reste sous contrôle mais ne descend pas assez vite. Et les experts en ont tiré des conclusions assez simples. C'est pas avec ça que la BCE pourra baisser les taux au mois de juillet. Donc pour l'instant, si baisse des taux en Europe, puis il y a une deuxième, ce sera plutôt en direction de la rentrée scolaire en fonction de ce que font les Américains probablement. Et pour l'instant, compte tenu des chiffres de l'inflation qui sont sortis la semaine dernière, on a peu de chances de voir une baisse des taux avant le mois de septembre pour ce qui est de la BCE. Les États-Unis, c'est pareil par rapport à tous les chiffres qu'on a eu cette semaine. Eh bien, aujourd'hui, on voit clairement que l'économie ralentit. L'emploi, c'est pas simple, on va en discuter très en détail, mais c'est vrai que pour l'instant, eh bien, la statistique laisse supposer qu'effectivement, au mois de septembre, les Américains vont baisser les taux également. Donc c'est quelque chose c'est une chose qu'on va discuter probablement pendant tout l'été, et puis on sera enfin satisfait du côté américain à partir du mois de septembre. Et puis toujours en Europe, beaucoup de chiffres macro bien sûr. On a eu donc le PMI qui a baissé à 50,9 contre 50,2 le mois précédent, et puis on a également la production industrielle qui a également ralenti. Donc comme vous le voyez, pour l'instant, on essaye à tout prix de faire baisser l'inflation. Pour l'instant, eh bien, l'économie est en train de ralentir, c'est une évidence un peu partout, et la grosse problématique que va devoir combattre Madame Lagarde ces prochains temps, c'est justement d'être capable de lutter contre cette économie qui ralentit, tout en maintenant une pression sur l'inflation pour qu'elle continue de baisser. Pour l'instant, on voit qu'elle a baissé les taux une fois, mais l'inflation ne baisse pas encore assez. Donc logiquement, elle devrait garder les taux élevés, mais en même temps, elle a une économie qui ralentit. C'est vraiment
le combo compliqué que les banquiers centraux doivent apprendre à régler maintenant. Et c'est exactement la même situation, à peu de choses près, que vit monsieur Powell de son côté aux États-Unis. Si on parle justement des États-Unis maintenant, alors eux, ils ont eu l'ISM non manufacturier qui est sorti la semaine dernière. Cet ISM était nettement en dessous des attentes, mais surtout en dessous des 50. Vous savez que les ISM, quand on est à 50, eh bien, en dessous de 50, c'est une évolution, c'est une progression de l'économie, et en dessous de 50, c'est une contraction de l'économie. Résultat, pour l'instant, on est en contraction. Donc, c'est pas une super nouvelle, parce que là aussi, même histoire que pour la BCE, M. Powell doit baisser les taux pour essayer de relancer l'économie, mais s'il les rebaisse pour l'instant, il risque de faire repartir l'inflation. Donc, on est en train de jouer vraiment du fine-tuning dans cette zone-là qui est très compliquée à manager pour nos pauvres banquiers centraux. En plus de l'ISM aux États-Unis, on a également eu les minutes du FOMC meeting. Alors vous savez que d'habitude, les minutes du FOMC meeting, on s'en fait une joie. Depuis lundi, on parle que de ça. On attend le mercredi soir avec une impatience incroyable, histoire de voir ce qu'ils vont nous sortir. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti cette semaine? Grosso modo, plus ou moins ce que Powell a déjà dit, qu'il était prêt à baisser les taux, mais il avait besoin d'avoir plus d'informations sur l'état de l'économie et le fait que cette tendance à la baisse de l'inflation est pérenne et pas juste un blip sur l'écran radar. Donc, c'est exactement ce qu'ils ont sorti dans les minutes du FOMC meeting. Pas de surprise. Par contre, ce qui est intéressant à voir à l'intérieur des minutes, c'est qu'on voit quand même que dans tous les membres, ils sont quand même partagés. Il y a ceux qui veulent surtout pas se précipiter pour baisser les taux parce qu'ils ont peur de relancer l'inflation, et il y a ceux qui sont inquiets parce que l'économie est en train de ralentir et ils ne veulent pas non plus trop attendre. Et donc on a vraiment cette espèce de combat, ils sont plus ou moins 50-50, on va dire, à l'intérieur de la Fed, et cette situation fait qu'aujourd'hui, eh bien, pour l'instant, on voit que c'est un petit peu tendu pour tout le monde, comme je vous l'expliquais, pour la BCE, pour la Fed, pour les membres de la Fed qui s'interrogent en se disant, est-ce que l'autre partie n'est pas en train de faire une connerie, et c'est exactement ce que pense l'autre partie, justement à propos de la première partie en question. L'emploi, c'était une grosse semaine au niveau de l'emploi, donc on a vu les jobless claims plus forts que la semaine précédente, on a vu les chiffres ADP moins forts que le mois précédent, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée moins de jobs dans le domaine privé, et ça veut dire qu'il y a plus de gens qui ont besoin des indemnités chômage, donc tout ça pointe en direction d'un marché de l'emploi qui ralentit. Il ne faudra pas me faire dire le contraire. On a vu en revanche de l'autre côté les JOLTS qui eux étaient plus forts que prévu, donc ce qui veut dire qu'il y a plus d'offres sur le marché, mais comme je vous le disais dans le Morning Bull de la semaine dernière, à l'intérieur de ces offres, eh bien, les salaires sont en baisse, donc il y a moins d'offres avec des gros salaires. Résultat, les gens auront du boulot, mais pourront moins consommer, donc il y aura des conséquences sur l'économie, donc il y aura ce ralentissement que veut avoir absolument M. Powell. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle du côté de l'emploi. Et puis on a conclu la semaine avec les NFP. Alors pour ce qui est des NFP, on attendait 190 000 créations d'emplois, c'est sorti à 206 000, donc c'est plus fort qu'attendu. Ça c'est pas bon parce que nous on voulait voir quelque chose vraiment en dessous pour montrer vraiment une marque de ralentissement, mais que l'on se rassure, comme vous le savez depuis quelques temps, on a cette grande capacité à aller chercher les mauvais chiffres à l'intérieur des bons chiffres. Alors à l'intérieur de tout ça, on a trouvé quand même pas mal de choses. Tout d'abord, la première chose, c'était que le chômage, il était prévu à 4%, comme le mois dernier, et il est sorti à 4,1%. Donc, ça ralentit, et ça, c'est une bonne nouvelle. Autre point important, on a eu à l'intérieur de tout ça le niveau des salaires, combien on est payé aujourd'hui aux États-Unis. Eh bien, celui-ci, il est en baisse également. Un peu à l'image de ce que je vous disais avant pour les JOLTS, eh bien, on voit que le niveau des salaires baisse. Donc, ça veut dire que les gens ont du boulot, mais moins payés. Donc, ça corrobore ce que disaient les JOLTS. Ça veut dire aussi que ça ralentit. Donc, c'est pas bon. Donc, c'est bon pour une baisse des taux. Donc là, on était content. Et puis, le dernier chiffre qui, moi, me fait personnellement extrêmement plaisir, souvenez-vous, le mois dernier, on attendait, je ne sais plus combien, 180 000 créations d'emplois ou 170 000, et c'est sorti à 272 000. On s'est fait carrément casser les pattes, on s'est dit on n'avait pas vu venir. Encore une fois, on était faux sur les prévisions. Et puis ce mois, ils ont corrigé les 272 000 à 218 000. Et tout le monde s'en fout. Donc c'est extraordinaire parce que finalement, on s'est excité la semaine dernière sur un chiffre, 272 000, qui était faux. Et il n'était pas faux de 2000 personnes, il était faux de plus de 50 000 personnes. 50 000 personnes, c'est un stade de foot ou un petit peu moins. Donc quand même, les gars se sont gourés encore une fois et ils ont sorti des chiffres bidons. Donc je peux déjà vous dire que les chiffres de ce mois, les 206 000 créations d'emplois qu'ils nous ont annoncé vendredi, ils sont bidons aussi. Ils vont les corriger encore le mois prochain. Reste à savoir de combien ils vont les corriger. Donc pour l'instant, on a un peu l'impression que sur les NFP, ils nous donnent ce qu'on a besoin, ce qui fait plaisir. Et puis ils nous donnent des miettes en espérant que ça va tenir le coup et puis que pour la suite des choses, ça leur permettra de baisser les taux et ça rassurera les marchés parce qu'on sait qu'on va baisser les taux. Puisque je vous le rappelle, au cas où vous auriez oublié,
que depuis le 1er novembre 2023, on monte en attendant la baisse des taux, on anticipe la baisse des taux. Je me réjouis déjà du jour où ils vont commencer à les baisser. Pour ce qui est de la Suisse, parce que ça s'appelle quand même le Swiss Bliss, donc on va quand même en toucher deux mots. Alors pour ce qui est de la Suisse, on a eu des chiffres qui montrent que l'économie va bien, mais gentiment. Elle repart, elle se reconstruit gentiment. Aujourd'hui, eh bien, on a vu, la semaine dernière, on a vu le CPI qui lui continue de baisser. Donc, on continue également dans une stratégie d'espoir de voir la baisse des taux, une baisse des taux supplémentaire à partir du mois de septembre. Donc, on aura eu 3 baisses des taux en Suisse, on en reparlera au mois de septembre, mais les chiffres du CPI qui se sont montrés à 1,3% montraient clairement que l'inflation ralentissait et que l'économie repartait gentiment. C'est un petit peu ce qu'on peut retirer des quelques chiffres économiques qu'on a eu cette semaine en Suisse. Mais encore une fois, on a eu un marché en Suisse qui était hyper calme. On a vraiment eu l'impression qu'ils se sont calqués sur les Américains et qu'ils n'osaient surtout pas bouger une oreille tant qu'on n'en savait pas un peu plus sur la force. Donc une espèce de paralysie générale sur la Suisse pendant la semaine. Mais des chiffres économiques qui montrent que finalement la BNS fait du bon boulot, ou en tout cas l'économie suisse cartonne plutôt pas trop mal, mais gentiment, gentiment. Finalement, le seul truc qui cartonne vraiment en Suisse pour l'instant, c'est l'équipe de foot. Reste à voir ce qu'ils vont faire ce soir. Quand on regarde les performances de la semaine, alors on retiendra quand même que l'argent est en tête avec une hausse de 7% sur la semaine, et puis le Nasdaq continue d'aller relativement bien, 3,49% de hausse, 3,35% sur les semi-conducteurs, le Nikkei au plus haut de tous les temps à 3,31%, le CAC qui reprend 2,62% avec leurs histoires politiques et le retour d'une certaine confiance en Europe, le pétrole qui prend 2,3%, dont tout le monde se fout toujours, cette hausse n'impressionne personne, le S&P 500 au plus haut de tous les temps avec une hausse de 1,95%, le DAX qui peine un petit peu avec 1,2% derrière, et le SMI qui fait plus 0,2%, ça je vous l'ai dit, c'est quand même assez rigolo. Et puis, de l'autre côté, quand je dis assez rigolo, je dis surtout que le SMI, il n'a rien fait, et vous le verrez sur les graphiques tout à l'heure, que c'était quand même super, super chiant, le range qu'on a traité sur le SMI durant toute la semaine. Et puis, Shanghai, la Chine qui est en baisse de 0,6%. Shanghai, il y a pas mal de choses. On a eu des chiffres économiques mauvais en Chine cette semaine. On a toujours des tensions entre la Chine et Taïwan qui font un petit peu peur à tout le monde. On voit que le gouvernement chinois n'a pas l'air de vouloir aider ou essayer de redynamiser l'économie pour l'instant. Donc, une espèce de gros désintérêt sur la Chine en ce moment. Et puis sur ce qui est des États-Unis, eh bien, il faut effectivement retenir que qu'ils étaient quand même globalement absents durant cette semaine, eh bien, on se retrouve quand même avec des performances assez spectaculaires. On a vu encore une fois, et on en a parlé dans les vidéos de cette semaine, que les Magnificent Seven ont pris le relais et que, bon, finalement, Nvidia a quand même bien tiré en fin de semaine, mais on retiendra quand même que Amazon cartonne, que Microsoft cartonne, qu'Apple cartonne, et c'est vrai que quand vous avez cette équipe-là qui cartonne, eh bien, ça va plutôt pas mal. Souvenez-vous d'un chiffre que j'ai donné aussi cette semaine. Aujourd'hui, les 10 plus gros titres du S&P 500 représentent 37% de l'indice. Donc, en gros, on va dire que quand les Magnificent vont bien, le S&P 500 va bien. Dans la colonne de droite, la deuxième colonne en partant du milieu, là, vous avez les performances de la semaine. Alors, vous noterez que Logitech perdait 2,6%, on va y revenir. Vous noterez que Swiss Re a perdu 3,5%, vous noterez que Partners Group a pris 5%, UBS plus 2,72%, elle a enfin rebondi. Et puis autrement, le reste, c'était plutôt pas loin de l'équilibre. Vous voyez que tout c'est plus ou moins, on va dire, équilibré. Roche qui a publié des mauvais résultats sur des produits de recherche, comme on a parlé hier dans le Morning Bull, pour un produit contre le cancer du poumon qui n'a pas fonctionné, qui a fait échec dans ses recherches, eh bien, elle perd 2,28%. Mais l'un dans l'autre, tout ça nous fait un SMI qui monte qui baisse de 0,2% sur la semaine. Et franchement, c'était extrêmement mou comme semaine sur la Suisse. Voilà, là vous avez l'indice SMI. Donc on a toujours nos tendances habituelles sur l'indice. Mais alors regardez, aujourd'hui on va zoomer un peu. Regardez la semaine qu'on s'est fait. Donc quand vous traitez uniquement l'indice, je dis bien. Donc si on fait attention, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et si je regarde un petit peu où se situent les points ici, eh bien, on a le plus haut de la journée, c'est 12 107, c'était lundi dernier. Et si je regarde mardi, le plus bas de la journée, c'était 11 920. Donc ce qu'il fallait réussir à choper, c'était vraiment le short ici du lundi au mardi. Mais pour le reste,
on a quand même un indice qui s'est traîné lamentablement sur les 12 000. Alors si aujourd'hui vous pensez que le 12 000 n'est pas un point important en Suisse, je ne sais pas ce qu'il faut vous dire. Aujourd'hui on termine la semaine à 12 006. La semaine dernière on n'était pas loin de ça non plus, on était légèrement en dessous, à 11 990 et des poussières. Donc vous voyez qu'on se bagarre avec ce niveau des 12 000 et il va falloir du volume dans un sens ou dans l'autre pour commencer à accélérer. Alors on verra la semaine prochaine avec le retour des Américains pour voir si quelque chose est en train de changer. Le S&P 500, alors vous voyez, lui pour l'instant, il s'envole, il n'y a pas de problème, ça monte, il n'y a pas trop de problème. C'était pas des grosses journées, mais on a eu que des journées haussières sur le S&P. Bon, il y avait jeudi qui était fermé, mais vous voyez quand même que ça ne fait que monter. Mercredi, c'était une journée une demi-session. Mais vous avez quand même ces 4 jours qui sont des journées de hausse. Donc on est quand même parti de la semaine à 5460 sur le S&P 500. On termine à 5559. C'est le plus haut de tous les temps sur l'indice. Et comme je vous l'ai dit, quand vous voyez la performance des Magnificent Seven à l'intérieur, je vais rapidement vous faire le tour du graphique des 7 Magnificent Seven après. Eh bien, c'est quand même assez spectaculaire. Et donc, tout va bien aux États-Unis. Peu importe ce qui se passe au niveau du président, peu importe ce qui se passe au niveau des nouvelles macroéconomiques, on est serein, on sait qu'ils vont baisser les taux et que ça va aider les titres de croissance au mois de septembre. Le Nasdaq, c'est encore pire, vous voyez. Alors, souvenez-vous, c'est assez marrant quand même parce que ces configurations de biseau ascendant ou descendant marchent quand même relativement bien, surtout à la hausse, en tout cas, ces temps. Vous voyez qu'on avait déterminé une hauteur de ce biseau ici, là. Cette flèche-là correspond à l'amplitude du biseau, à la cassure, qu'on réplique ici. Et donc, on a pu déterminer un target sur le Nasdaq à 20 800. Et aujourd'hui, on est à 20 391. Donc, ça a mis un peu de temps. Mais vous voyez que l'un dans l'autre, quand on a cassé, donc là, on casse début juin. Et à partir de là, on est bientôt mi-juillet. Et on est déjà à 20 400 et le target est à 20 800 sur le Nasdaq. Donc tout a l'air de se dérouler comme prévu. Le SOX, alors lui, il n'est pas encore au plus haut de tous les temps. Enfin, il y revient gentiment, mais c'est un peu plus compliqué ces derniers temps depuis l'histoire des chiffres de Micron et les craintes en fait que potentiellement on soit à des niveaux où on est un petit peu trop, on attend peut-être un peu trop de choses. Mais bon, voilà, le SOX repart gentiment à la hausse jusque-là, rien de spécial à dire. L'indice vedette du moment, le CAC 40, donc je vous l'ai dit en ouverture, je vous l'ai dit tous les jours. Le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue rassure les investisseurs. Le CAC 40 est bien remonté, il manque encore un petit bout de chemin à faire. On notera effectivement que la semaine passée, ils ont quand même réussi à placer des obligations d'État, donc ça se passe quand même bien. La grande question aujourd'hui d'un point de vue purement technique, c'est la moyenne mobile des 200 jours. Si les chiffres ne sont pas bons pour le marché, j'ai envie de dire, dimanche soir, attendez-vous à un retour sur le support des 7450 à peu près sur le CAC 40. Et puis si on est soulagé, on devrait pouvoir gentiment repartir en direction des 7800 et oublier cet aspect politique. Mais à mon avis, on n'a pas fini d'en parler parce que, a priori, de nouveau, en fonction des sondages, il n'y aura pas de majorité absolue, donc on risque d'en rediscuter encore beaucoup au niveau du marché français. Le pétrole. Alors celui-ci, j'en ai parlé 12 000 fois cette semaine. Regardez comment c'est beau, je trouve. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce triangle est absolument magnifique pour l'instant. Vous voyez qu'on n'a pas arrêté de monter depuis le 4 juin. Et là, on a tapé pile poil la résistance à 84,50 et on est redescendu derrière. Alors, il faudra voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais techniquement, en tout cas, on a vraiment l'impression que le pétrole peut revenir maintenant, je dirais, prochain objectif, si on ne casse pas ici, ce qui a l'air d'être plus ou moins le chemin qu'on prend, si on ne casse pas ici, on va revenir chercher cette zone-là, donc les 74, 80, les 75 dollars sur le bas du triangle. Et puis ensuite, on va déterminer l'amplitude, si c'est la prochaine fois qu'on arrivera à casser. Mais vous voyez comme ça marche pour l'instant extrêmement bien. Donc attention quand même, parce que si on casse là, on risque quand même d'accélérer un peu brutalement, et ce ne serait peut-être pas forcément la bonne situation. Tous les voyants pour une hausse du pétrole sont au vert, puisqu'on a déjà dit plusieurs fois que les tensions, les forages, les ouragans n'aidaient pas dans cette direction. Mais voilà, remarquez comment ça marche très très bien quand même. Amazon, voyez, alors Amazon, plus haut de tous les temps. Monsieur Jeff Bezos pourra passer des bonnes vacances. Il n'y a rien à dire sur le graphique. Ça n'arrête pas de monter, c'est même en train d'accélérer. Meta, ça a mis du temps, mais vendredi, on est allé chercher les plus hauts de tous les temps sur Meta.
Apple, 226 $, plus haut de tous les temps, plus grosse capitalisation boursière mondiale, youpi tralala. Microsoft, plus haut de tous les temps, 467 $ et des poussières. Google, 191,96 $, plus haut de tous les temps. Tesla, pas vraiment encore au plus haut de tous les temps, mais à la vitesse où ça va, ça devrait être réglé la semaine prochaine. Non, j'exagère, mais vous voyez quand même que là aussi, on a cassé une résistance qui semblait compliquée à traverser, mais avec tout l'optimisme auquel on a eu droit cette semaine sur Tesla, les ventes de voitures qui sont moins pires que prévu, l'arrivée des robots taxis, l'arrivée des robots tout court, enfin bref, c'est génial, Tesla ne s'arrête plus de monter. Alors effectivement, on n'est pas encore au plus haut de tous les temps, mais par contre, Monsieur Musk est vraiment l'homme le plus riche du monde et de loin. Et puis Nvidia qui pour l'instant, on va dire péclote, hein, enfin si on peut s'exprimer ainsi, mais pour l'instant elle se traîne autour des 125 $ et on voit qu'on hésite, hein, on hésite parce qu'on a vraiment eu droit à pas mal de choses, à boire, à manger. Est-ce que réellement on attend trop de Nvidia? Est-ce qu'on attend trop de l'intelligence artificielle? On voit que les investisseurs se sont quand même repliés sur des choses qui sont plus globales. Si vous jouez l'IA avec Microsoft, si vous jouez l'IA avec Apple, personne ne vous en voudra parce qu'ils sont suffisamment diversifiés. Si vous jouez l'IA et il y a un ralentissement sur Nvidia, Nvidia est exposé pratiquement qu'à cette thématique. Je dis bien pratiquement. Ça pourrait poser 2-3 problèmes. Donc on voit qu'on hésite quand même beaucoup sur Nvidia. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces Magnificent Seven ont eu une semaine absolument dantesque et extrêmement spectaculaire, ce qui nous permet d'être aussi haut sous le Nasdaq et aussi haut sur le S&P 500. Et vous voyez que pour l'instant, le Dow Jones, lui, il n'arrive pas à revenir à ses 40 000. Alors on n'est plus très très loin, on est bien d'accord, mais on voit quand même que, de nouveau, la thématique macroéconomique et les chiffres macro qui sont sortis cette semaine nous laissent espérer de voir cette baisse des taux. Et aujourd'hui, on reprend notre vieil adage qui dit que les baisses des taux sont plutôt en faveur des titres qui sont technologiques et pas forcément des values. Donc forcément, le Dow Jones marque un peu le pas. Dans les nouvelles de la semaine, alors vous verrez que c'est pas la folie. Tout d'abord, on retiendra pour commencer Givaudan. Givaudan qui a finalisé le rachat des 75% qui lui manquaient d'une boîte qui s'appelle Color Makeup et puis Skincare. Je vous laisse imaginer ce que c'est comme business. Enfin bref, ils ont intégré la boîte, c'était annoncé, c'était officialisé. Tout le monde s'en fout, le titre prenait 0,46% sur le jour de la nouvelle. Et vous voyez Givaudan qui ne fait pas grand-chose, qui consolide toujours à haute altitude pour l'instant. Logitech qui a vécu une mauvaise semaine puisque la présidente a déclaré qu'elle ne se représenterait pas en 2025 au poste. Donc du coup, en même temps, vous avez Borrell, le fondateur historique de Logitech, qui a envoyé une lettre au conseil d'administration pour dire qu'ils aimeraient bien la dégager, il aimerait qu'elle disparaisse pour la remplacer par un monsieur qui s'appelle Guy Gecht, pour redonner et pour revigorer l'élan créatif de Logitech, c'est ces mots. Et donc pour l'instant, le marché n'a pas tellement aimé cette phase d'instabilité sur Logitech qui a également beaucoup monté quand même ces derniers temps, il faut le dire. Parlons maintenant de chauffage. C'est pas la saison, mais quand on voit le temps qu'il fait ce week-end, ça peut justifier. Alors on va parler de Zender. Alors Zender, c'est pas la boîte dont on parle tous les jours, hein, ça c'est clair. Zender a annoncé cette semaine qu'ils ont racheté un fabricant espagnol qui s'appelle Cyber, qui fait des chauffages pour les maisons résidentielles pour 86 millions d'euros, afin de financer, d'augmenter leur croissance en Europe du Sud, Espagne et Portugal surtout. Et donc ça a été relativement bien pris par le marché. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui traitent Zender. Moi, je n'ai pas souvenir dans ma carrière d'en avoir traité. Néanmoins, c'est vous dire à quel niveau d'intérêt sur les marchés on est revenu, puisqu'on est en train de parler maintenant de Zender. Donc, vous voyez le titre qui ne fait pas grand-chose depuis quelques temps, mais quand même, on est dans une tendance haussière. Et donc, la nouvelle de la semaine dernière a quand même bien aidé le titre à repartir. Alors, techniquement, on est dans notre range. Hein, pour l'instant, on peut dire que tant qu'on tient cette tendance haussière, c'est plutôt encourageant. On a encore de la place pour rebondir dans cette tendance haussière assez large qui se dessine sur Zender. Ce graphique que vous voyez maintenant, c'est Doc Morris. Alors, Doc Morris rebondissait de manière assez spectaculaire. Bon, ça reste un titre extrêmement spectaculaire quand ça rebondit et assez déprimant quand ça baisse. Mais il faut bien comprendre que Doc Morris a rebondi assez violemment la semaine dernière parce que son concurrent, qui s'appelle Redcare en Allemagne, a exprimé son contentement parce qu'avec l'introduction de l'ordonnance électronique en Allemagne,
ils avaient augmenté massivement leurs revenus. Et je vous rappelle quand même que dans l'histoire de Doc Morris, la plupart des gens ont joué ce titre-là pour jouer justement l'introduction de l'ordonnance médicale en Allemagne. À l'époque, c'était monté jusqu'à 500 balles. Et aujourd'hui, elle est là, cette ordonnance, et on voit que ça fonctionne et que ça va augmenter les revenus de ce type de plateforme-là. Résultat, Doc Morris en a bien profité, bien qu'eux n'ont rien dit, mais c'est le concurrent qui a cartonné en Allemagne. Résultat, ça a fait une belle semaine sur Doc Morris. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à raconter, je ne vais pas vous inventer des news. On a vécu une semaine très politico-économique, très centrée sur ce genre de déclaration. La Suisse n'était pas vraiment le centre du monde, en tout cas la semaine dernière. Les grands noms, je vous ai déjà parlé de Roche, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Pour le reste, il n'y a pas eu de grandes annonces, ça restait vraiment très discret. Une période d'été, voilà, une période d'été. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut retenir quand même dans la globalité, c'est que les États-Unis vont hyper bien en termes de performance boursière. On peut se poser des questions sur l'état de leur économie, sur l'état de l'emploi, mais ça va dans la bonne direction parce qu'on attend une baisse des taux, évidemment. Et puis sur l'Europe, on a une autre histoire de France qui continue de se dérouler sous nos yeux. Et on en saura plus dimanche soir. Voilà, en ce qui me concerne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de revenir me retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live et une nouvelle semaine boursière d'été. Très bon week-end à tous et à lundi. Bye bye.